15h35 sur Radio J est de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invité du jour, le réalisateur et scénariste Radu Mihailăneanu, auteur de nombreux films comme Va vie et devient, La source des femmes, Le concert ou encore L'histoire de l'amour. Et vous le savez, tous les jours du lundi au mercredi, nos chroniqueurs vous préparent une demi-heure à votre image, Radu. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire que parmi eux, notre barbier du matin, mais aussi notre homme de théâtre, Christophe Barbier, est avec nous pour fouler les scènes que vous aimez. Vous écoutez Radio J. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Cyrielle, bonjour Radou. Alors bonjour. Vous êtes en direct avec nous et vous avez envie aujourd'hui de faire plaisir donc à Radu, notre invité qui a distingué une pièce qui est un triomphe de ces dernières années, la pièce de Jean-Philippe Daguerre, Adieu Monsieur Hoffmann, qui se joue d'ailleurs en ce moment au théâtre Tristan Bernard. Racontez-nous cette épopée. Eh bien, c'est une épopée qui remonte à 2016 au Festival d'Avignon. Immense succès de cette pièce, le bouche à oreille en fait le triomphe, le buzz comme on dit aujourd'hui. Adieu Monsieur Hoffmann est entraîné immédiatement dans une très grande tournée en province avant d'arriver à Paris, au Petit Montparnasse en janvier 2018. Le théâtre ne va pas désemplir pendant plusieurs mois. Il aurait pu d'ailleurs être joué au Grand Montparnasse. Le spectacle aurait remporté le même succès et c'est le couronnement le 28 mai 2018. 4 Molières viennent récompenser ce spectacle. Il va passer ensuite au Théâtre Rive-Gauche, puis, vous l'avez dit, en cette rentrée au Théâtre Tristan Bernard. Il a entre-temps changé plusieurs fois de distribution. On a vu plusieurs acteurs et plusieurs actrices se partager les rôles. Oui, bonjour Eddy. Il a été tourné, qu'on découvrira sur nos écrans. Oh, il faut baisser votre tour de votre côté. Réalisé par Fred Cavagnier. Vous m'entendez là? Daniel Auteuil, Sarah. Je vous entends pas. Rudy? Tu peux. Alors pourquoi? Voilà. Voilà, il faut baisser le retour de votre côté, les sons de votre côté, puis vous mettre des petites oreillettes, des trucs comme ça. De Monsieur Hoffmann. Voilà, mais nous aussi parfaitement alors. Eh bien, c'est un bijou. Par contre, pour Louis, c'est de vous cadrer un petit peu, quoi. C'est bon. Ouais, tu vois avec lui au téléphone. Tant que le danger se rapproche, il décide de s'installer à la cave et il donne sa boutique, il en fait propriétaire son employé, Pierre Vigneault, talentueux, exemplaire, dévoué. Monsieur Hoffmann est à la cave pour piloter l'affaire, Pierre Vigneault est en boutique, mais en échange de ce service, Pierre Vigneault demande à Monsieur Hoffmann quelque chose de très étrange. Il lui demande de faire un enfant à sa femme, parce que Pierre Vigneault est stérile, et Monsieur Hoffmann, chaque mois dans la période de fécondité de Madame Vigneault, Monsieur Hoffmann va remplir son office. Mais évidemment, il faut s'y remettre à plusieurs fois, ça ne marche pas, et Monsieur Vigneault commence à être jaloux. Est-ce que finalement ces deux-là ne seraient pas tombés amoureux? Est-ce qu'ils ne prolongeraient pas ce qui devait être un devoir, mais qui est peut-être devenu un plaisir? La situation se complique dans la boutique, parce que les bijoux créés par le nouveau patron, Monsieur Vigneault, remportent un vrai succès, et un vrai succès auprès des officiers nazis, qui deviennent fous de ces bijoux à la mode. Le nouveau joaillier à la mode à Paris devient même l'ami personnel d'Otto Abetz, ambassadeur du Reich en France. Pendant ce temps-là, M. Hoffmann est à la cave. Voici Pierre Vigneault obligé, à la demande d'Otto Abetz, d'organiser un dîner chez lui. Mais M. Hoffmann décide de s'inviter au dîner, qui se tient chez lui finalement. Il se fait passer pour un cousin de province. Va-t-on assister à un incident tragique, à un incident géopolitique? Là, c'est l'histoire avec un grand H qui arrive. Et alors, vous parliez de succès, la Seconde Guerre mondiale, on se le demande, est-ce qu'elle fascine encore toujours le public? Oui, elle fascine parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est la tragédie absolue, quel que soit le point de vue. En plus, à travers les Juifs persécutés, dans la pièce, on voit aussi la problématique de la spoliation des œuvres d'art. On atteint à la tragédie la plus tragique, si j'ose dire. C'est ça aussi, cette émotion incroyable qui saisit les spectateurs. Ils savent qu'on va, avec la Seconde Guerre mondiale, au cœur de l'humain et de ses dilemmes cornéliens. Est-ce qu'on doit fuir ou est-ce qu'on doit résister? Est-ce qu'il faut trahir pour se sauver ou est-ce qu'on doit protéger les autres en faisant le sacrifice de sa vie? Comment finalement être un héros du quotidien? D'ailleurs, faut-il être un héros en période de guerre? Chacun s'interroge sur son destin. Le destin, ça peut être va, vis, devient, mais ça peut être aussi reste, cache-toi et résiste.
Ah, c'est très joliment dit. Merci pour cette fine analyse toujours concise et précise, Christophe Barbier. Et je vois depuis tout à l'heure Radu Mihailianu qui acquiesce de son visage. Ah oui, merci beaucoup. Et ce que j'ajouterais, c'est que malheureusement, c'est très contemporain aussi. C'est-à-dire tous ces pièces, tous ces films, ces œuvres qui parlent de la Seconde Guerre mondiale font écho à ce qu'on vit parfois aujourd'hui. Et merci beaucoup Christophe Barbier. Je rappelle pour répondre à tout cela que la pièce de théâtre dont vous venez de parler, Adieu Monsieur Hoffmann de Jean-Philippe Daguerre, est à retrouver au théâtre Tristan Bernard dans le 8e arrondissement de Paris à partir de ce vendredi 22 octobre jusqu'au 23 décembre 2021. Merci Christophe Barbier. À retrouver également demain matin à 7h45 avec votre invitée politique Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées sur Radio J. Allez, tout de suite, direction l'émotion, ou devrais-je dire la déclaration de Nelou Cohn. Radio J. Oh, je comprends rien de toi, là, c'est cru. Moi, leur papier, merci. Hein. Vous avez des enfants, vous? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Vous êtes mariés? Non plus. Oh, bah, soyez pas triste, ça viendra. Chaque poids son couvercle. Bonjour Nelou Cohn. Bonjour. Là, je viens de vous Sarah. surprendre. Mais j'étais obligée. Vous êtes non seulement le directeur d'antenne de Radio J et mon boss par la même occasion, donc ma tentative, je le sais, est un petit peu risquée. Mais je crois que pour Radu Mihailianu, une déclaration d'amour s'imposait puisque la Roumanie vous rallie, mais aussi l'amour du cinéma où vous nous embarquez, je crois. Radu, on s'est rencontrés pour la première fois en 98 à la sortie de 30 de vie. Exact. Je vous ai eu en interview et le film, ça a été un choc. Mais je connaissais votre nom depuis le début des années 80 où on parlait de vous en Roumanie, chez des amis. On savait qu'un Radu Mihailianu est à Paris, puisqu'en Roumanie, vous avez déjà fait du théâtre et vous aviez déjà, bien que très jeune, vous avez déjà un nom en Roumanie. Oui, un nom clandestin, puisqu'on jouait des pièces d'une manière clandestine. Bien sûr, parce qu'on mais n'était pas autorisé à le faire. Les gens ne savent pas, il y avait une radio Europe Libre qui parlait de tout ce qui s'est passé clandestin, donc on était tous au courant. Donc pour moi, c'était un nom légendaire, Radu Mihailianu. Quand je vous ai découvert en vrai, c'était une très grande émotion. On reste dans l'émotion, je vous fais écouter un extrait d'une musique. Maria Tenace. Voilà. Je pense qu'on est trois à Paris à la connaître. Moi, je ne connais pas, mais j'apprécie beaucoup. C'est l'Édith Piaf roumaine, c'est ça? Exact. Alors, j'aime votre cinéma, vous le savez. Pour chaque sortie, vous êtes chez vous à Radio J. Moi, personnellement, j'ai une trilogie qui est Trahir, 30 de vie, Va-vie et devient. Et pour moi, ces trois films, c'est un seul et même film. Je vois des points communs. Mes enfants, vous parlez des enfants, les parents qui transmettent. Eh bien, mes enfants connaissent tellement bien vos films que ma fille, quand elle a fait sa thèse pour un Master 2 en cinéma, elle l'a faite sur vous, sur votre cinéma. Oh, merci. D'ailleurs, je n'ai pas hésité à appuyer son travail puisque je me suis inspiré de son travail dans ce que je vais vous dire. Trahir, d'abord. Moi qui ai vécu en Roumanie à peu près jusqu'à la même période que vous, c'est de tous les cinémas tous les films qui ont été faits sur cette période, c'est certainement le film qui décrit le mieux l'ambiance dans un pays communiste. Absolument tous les... bien sûr les dialogues, mais la façon de filmer. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est que le comédien principal n'est pas roumain. Non, mais je l'ai fait vivre 6 mois en Roumanie pour qu'ils comprennent surtout la parano, la méfiance, la façon de regarder les autres, la démarche. Donc il s'est bien imprégné, oui. Décrivez-nous en quelques... Vous allez le faire certainement mieux que quiconque. Cette prison dans laquelle vous avez tourné.
On a tourné à, comment ça s'appelle, Jilava, je crois. Jilava. C'est Et à ce qui 14 était drôle, km au sud de Bucarest. ce qui était drôle à ce moment-là, puisqu'on a tourné tout de suite après la révolution, la dite révolution roumaine, c'est que pendant qu'on tournait dans une aile qui était abandonnée, où vraiment avaient été enfermés des opposants politiques de Ceausescu, dont Ion Carayon, dont le film s'inspirait, ce poète roumain. C'était une prison dans laquelle, même avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui. Et même Antonescu a été exécuté dans cette prison. Mais ce qui était drôle, c'est qu'en même temps que nous on tournait, dans une autre aile de la prison étaient enfermés les ministres de Ceausescu, enfermés après la Révolution. Donc c'était très bizarre de rentrer tous les matins dans cette prison pour tourner, de me dire mais les salauds ils sont là. Je fais un film sur le régime qu'ils ont instauré avec Ceausescu et sur quelqu'un qu'ils ont torturé qui était l'ami de mon père. Sachant que vous filmez à Jilava, ce village à côté de Bucarest, où en 1941, à quelques kilomètres de cette prison, il y a une centaine de juifs qui ont été massacrés. Oui, oui, tout à fait. Dans ces 3 films, chacun des personnages principaux choisit de cacher une part de son identité pour survivre. Cela fait partie de leur secret. La question de l'identité est donc ici étroitement liée au mensonge. Qui est-on vraiment? Dans un système totalitaire, la solution passe-t-elle forcément par un changement d'identité? Et votre papa a changé d'identité. Oui. Comment vous vivez? Pourquoi vous n'avez pas pris de nouveau le nom du grand-père? Comment votre fils vit le fait de s'appeler Mihailianu, qui est un nom que votre père a été obligé de prendre? Non, mais c'est une épopée, c'est l'histoire de ce nom. Donc, mon père d'abord, quand il est venu en France, quand on s'est retrouvés, et il savait que je voulais être réalisateur, il m'a dit change de nom, deviens Bourman à nouveau ou Milanou, parce que tout le monde aura du mal à prononcer ton nom. Tu vois bien, avec tous les gens de l'Est, ils n'arrivent pas, Tarkovsky, etc. Et à un moment donné, j'avoue que ça m'a tenté. Je me suis dit oui, je vais revenir à Bourman parce que je suis juif et c'est ça ma vraie identité. Et dedans, je me sentais Bourman. Mais après, j'ai eu l'impression de tuer mon père. Donc je me suis dit... Vous pensez qu'il l'aurait mal vécu? Pas lui, mais moi. Pas lui, lui non. Lui, il était tellement humaniste que ce qui me rendait heureux le rendait heureux. C'était pas le problème. Mais moi, j'ai eu l'impression de sauter de mon grand-père, même si mon père aussi s'est appelé Bourman pendant une vingtaine d'années. Mordechai Bourman, oui. Comme mon père, il s'appelle Mordechai aussi. Et comme, en fait, son grand-père à lui, dont j'ai découvert la tombe dans son village. Parce qu'on saute une génération, en général. Tout à fait. Oui. Et donc, j'ai eu l'impression de le nier, de nier son existence et de vouloir sauter de mon grand-père à moi. Et là, je ne l'ai pas fait. Et après, j'ai dit la même chose à mes enfants. Je leur ai dit, voilà, vous vous appelez Mihailianu, qui est galère. Les pauvres, ils ont vécu toutes les galères à l'école. Non, mais à l'école, ça a été un enfer pour eux. Et pareil, je leur ai dit, vous pouvez changer de nom si vous voulez prendre Bourman ou autre chose. Et le fait est que sur Facebook, Gary, il s'appelle Gary Bourman. Oui. Et mon autre fils, Yuri, a une société, une holding, qu'il a appelée Bourman & Co. Et maintenant, ce qui est drôle, c'est que ma petite fille qui est née, et tout de suite déjà sont apparus dans des papiers officiels, le nom Mihailianu est estropié dans tous les sens. Et avec humour, pour l'instant, on s'est dit, la pauvre, elle a hérité elle aussi de la galère. Donc, j'espère que pareil, elle aura le choix de changer le moment où elle veut, si elle le veut. Voilà, en tout cas, moi, je suis absolument pas opposé pour mes enfants, mes petits-enfants qui changent de nom, qui reviennent à Bourman ou autre chose, comme ils le souhaitent. Un autre extrait, une autre musique. Je reconnais pas qui c'est, mais je reconnais ce type de musique des années 80. 70. 70. C'était Roșu și Negru. Ah oui, grand groupe roumain. Juste, j'aimerais revenir sur une chose d'avant. Le mensonge, dans tous mes films à peu près, je crois, il y a la question de l'imposture. Mais ce que j'appelle l'imposture positive. Effectivement, le mensonge ou l'imposture sont présents depuis Trahir dans tous les films. Dans tous les films, pour survivre,
le personnage principal doit mentir. Oui. Est un imposteur afin de survivre. Donc c'est pour ça que je l'appelle l'imposture positive. Vous avez grillé ma prochaine question. Je suis désolé, mais là on va gagner du temps précieux. Exactement. Mais je vais vous dire justement ce que je vous ai préparé justement. Mentir pour ne pas mourir, pour échapper à l'aliénation, résister à la folie meurtrière justement. Dès lors que le personnage ment pour échapper à la mort véritable ou physique, c'est la seule solution qui s'offre à eux. Tous vos personnages sont voués à un destin tragique, celui d'une mort immédiate ou violente. Cependant, ils prendront tous des risques, notamment celui de mentir, pour survivre et exister librement. Quand on est né en Roumanie, notre rêve c'était, on se disait tout ça, j'imagine que vous aussi, je veux vivre libre. Est-ce qu'en venant, comme on disait là-bas, en Occident, en l'occurrence en France, est-ce que vous vivez libre? Ah oui, je suis libre. Après, la liberté absolue n'existe pas. Mais Vous êtes toujours là? Quand j'entends des débats en France ou ailleurs sur la liberté et des Vous m'entendez là? Oui, je suis là. D'accord, ok, bougez pas. du tout, on nous ment sur C'est bientôt fini. Hein. là et tous ces complotismes, ça me fait un tout petit peu rigoler parce que effectivement, Ils ne savent pas que c'est une dictature. Voilà, faudrait qu'ils fassent un petit stage en Corée du Nord ou ailleurs. Après, il faut bien qu'il voit sûr, juste votre film trahir. Après, il faut toujours combattre pour la liberté. Ça, la liberté n'est jamais acquise. Ça, nous, on le sait. On est toujours au bord d'un précipice, donc il faut jamais baisser les bras. Mais ceci étant dit, et pour revenir à l'histoire de l'imposture et de la liberté à travers mes personnages, oui, j'ai hérité dans ma vie, donc c'est mon inconscient qui parle à travers tous mes films. J'ai hérité de deux impostures positives, celle du nom, donc de mon père, qui est le premier imposteur, et moi aussi, le deuxième imposteur, qui dit partir en Israël visiter mon grand-père, alors que je sais bien que je ne vais jamais rentrer, que je ne vais pas retourner en Roumanie, que peut-être... Avec ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais ce que vous avez fait à l'époque, vous ne prenez pas un risque pour vous, vous prenez un risque pour votre famille. Parce qu'à l'époque, votre frère, par exemple, il n'aurait pas pu devenir, je ne sais pas, directeur d'une école en ayant un frère qui est parti en Occident, comme on disait. Oui, et c'est pour ça que je ne pouvais pas demander l'asile politique. Bon, il y avait plein de choses. Mais disons, ce qui est aussi beau dans ce stage en Roumanie, cette école en Roumanie, c'est qu'on nous a appris le mensonge, c'est-à-dire de parler entre les lignes. Donc ça a rendu notre cerveau un tout petit peu plus spécial, peut-être plus subtil, mais on ne pouvait jamais dire la vérité. On devait parler. Et en même temps, on avait une obligation de rester lucide, parce qu'on était conscient qu'on était en train de mentir. Qu'on était en train de dire le contraire. Je crois qu'on va se faire gronder là. Non, pas du tout. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes, juste pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour tout ce que vous avez fait connaître au public français mondial sur la Roumanie et sur les dictatures. Cyrielle a dit tout ce que je pense de vous. C'est vraiment, tout simplement, on vous aime. Merci je peux pas beaucoup. vous dire autre chose. Je vous dis au revoir. Cette fois-ci, c'est pas une devinette. C'est juste Roxo Chinegro, toujours. Ce groupe, avec, on dirait, Van Halen. Merci beaucoup. Merci beaucoup Neloucon pour ce moment si intime, si juste à la fois. Merci pour nous avoir embarqués dans votre univers et celui de Radu Mihailianu. Et si vous le voulez bien Radu, on va changer encore d'univers cette fois. Vous vous faites croquer par notre chroniqueur Rudy Doucan alias Baba Rudy, découvert dans une télé-réalité sur Netflix qui s'appelle The Circle, où il nous a régalé, comme on dit chez lui, l'occasion de mettre nos papilles en éveil sur Radio J. Radio J. Comment vous avez fait dans l'ombre du monde pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Pour elle, c'est normal, tout ça, c'est normal. Rudy Doucan, bonjour. Je suis ravie de vous voir parce que maintenant on a la possibilité de vous voir en vidéo via radioj.fr, Facebook Live. Et donc Radu est en face de moi et je crois qu'il est très curieux de savoir à quelle sauce il va être mangé aujourd'hui. Dites-nous tout. Oh là là. Alors je vais tout vous raconter, je vais tout vous dire. Déjà, enchanté, Radu enchanté. Vous savez, Cyrielle, elle a dit Rudy. Du coup, je sais pas si je prépare pas Rudy que Rudy, du coup. On va réfléchir. Ouais. Alors, en fait, j'ai vu deux de vos, j'ai pas vu tous vos films, mais j'en ai vu deux, je les ai adorés. C'est La Source des femmes.
Pardon? Parlons des autres alors. Parlons de... Ben, je peux en parler après, si vous voulez. J'ai vu La source des femmes que je trouvais magnifique et je dois avouer que j'ai beaucoup pleuré dans Va, vie et devient. Vraiment, j'ai vraiment adoré ce film. Je sais que vous aimez dénoncer les inégalités dans vos films. Donc du coup, je me suis dit que j'allais, moi, vous comparer à un dessert qui, pour moi, est dans l'inégalité totale. Et je veux pousser un petit coup de gueule aujourd'hui, à travers ma chronique. Parce que pour moi, Radou, vous êtes une religieuse au chocolat. Ou au café, ça dépend vos préférences. Ah non, j'adore le chocolat. Ah ben super, moi aussi. Donc on va rester sur la religieuse au chocolat. En plus, parce que moi, je trouve noir, hein, ça a à voir avec Va, vie et devient, donc. Oui, Exactement. Donc du coup, moi, c'est très très bon la religieuse au chocolat, mais moi je trouve très inégal ce dessert parce que je trouve très inégal qu'il n'y ait qu'une petite boule et une grosse boule de chou avec ce gâteau. Parce que pour moi, il devrait y avoir 2 grosses boules de chou. C'est insupportable. Oui, Alors, c'est vrai, parce que Oui, je c'est sais que la vrai. religieuse tient son nom du fait que la couleur des choux fait penser à la robe des religieuses des couvents à l'époque, mais même, c'est toujours un sujet de dispute avec ma femme, ça, parce qu'elle me laisse toujours que le petit chou du Qui mange dessus. lequel? Ouais. Elle mange toujours le gros chou et moi, elle me laisse que le petit chou. S'il y avait 2 gros choux, le problème serait réglé. Ouais, Alors moi, ce que je vous parce que propose, tu aimes les Radou, mini-jupes, non? Aïe. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais je crois que c'est pas pour ça qu'elle me le donne, ma femme, hein, parce que sinon, elle me frappe avec. Moi, je pense que je vais vous proposer quelque chose, Radou, moi, c'est de faire un film sur cette inégalité-là, qui s'appellerait La source des religieuses qui va, vit et devient. Moi, je trouve que ça serait trop bien. Ouais. C'est mignon. Franchement, ça serait génial de faire un film sur l'inégalité des choux, des religieuses au chocolat. Donc voilà, mon cher Radou, j'espère qu'un jour on partagera. Ouais, ouais, voyez, c'est le professionnel qui parle, voyez, vous avez. Moi, voilà, là, je peux pas lutter. Voilà, mon cher Radou, j'espère qu'un jour on partagera une religieuse ensemble et que vous aurez la gentillesse de me laisser le gros chou. Et j'espère que vous me laisserez le gros chou. Ça risque d'être Ou au une pire, bataille. Ou au pire, on prendra deux religieuses. Il n'y a pas de Je dispute. pense qu'au moins là, il y aura pas de débat, il n'y aura pas de souci là-dessus. Merci beaucoup, Rudy Toucan. Exactement. alias Merci Baba beaucoup. Rudy. On vous Bonne retrouve journée. sur vos réseaux sociaux. Restez avec nous. On se retrouve lundi, bien sûr, pour manger nos invités. Mais je veux quand même dire Exactement. qu'on vous retrouve sur scène le 28 octobre à Marseille, le 10 novembre à Aix, le 18 à Lausanne, le 25 novembre et le 30 décembre de nouveau à Marseille. Chers auditeurs, prenez vos places, il n'y en aura pas pour tout le monde. En attendant, Rudy, toutes vos chroniques croquantes sont à retrouver en podcast sur YouTube et radioj.fr. Merci. Allez, Radou, Mireille et Anou, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, une petite pause suivie du journal de l'information de Steve Nadjar, notre coup de cœur musical du jour, surprise, qui nous rappellera les 10 commandements, le débrief de Jacob Azéroual, nos auditeurs bien sûr qui vous interrogent et notre séquence tac au tac. A tout de suite sur Radio J, restez connectés.